Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, CSP Time numéro 22. Au sommaire de ce nouvel épisode, nous aurons le débrief de la nouvelle défaite du Limoges CSP à Levallois. Nous discuterons avec notre invité Didier Dobès. Nous aurons ensuite le débrief du match d'Eurocup entre le CSP Limoges et Krasnodar. Et nous aurons le débat, sans oublier bien évidemment les tops et les flops. Tout cela sera retrouvé sur le populaire.fr, le site internet, et sur la page Facebook Le Populaire Sport. Pour nous accompagner dans ce CSP Time numéro 22, je l'ai dit, nous avons avec nous Didier Dobès. Bonsoir Didier, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Didier Dobès qui a tout fait au Limoges CSP, joueur, assistant, entraîneur, directeur sportif, manager, il manque plus de président, hein, Didier. Oui, et puis bon, on peut dire qu'il a quand même gagné quelques matchs. Aussi, oui, avec quelques titres. Un petit peu. Pour nous accompagner avec nous, Mathieu Marot, le spécialiste, le pyromane en chef du Limoges CSP, le spécialiste du basket au Populaire du Centre. Mathieu Marot, salut Mathieu, merci d'être avec nous. Bonsoir. CSP Time numéro 22, c'est parti. Alors on commence avec ce premier quart-temps et cette nouvelle défaite du Limoges CSP à Levallois. C'était lundi soir. Un revers 98-90. Mathieu, tu étais aux premières loges. Alors, la première chose, il y avait eu l'ultimatum de Yuri Verieras qui attendait une réaction sans délai. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? Ça dépend en fait, ça dépend quel type de réaction on s'attendait. Yuri Verieras n'avait pas exigé une victoire à Levallois, il avait exigé de meilleures attitudes. Donc si on se limite à ces attitudes, c'était un peu mieux effectivement à Levallois. Les Limougeaux ont mieux débuté le match, ils n'ont pas pris 10 points après 5 minutes de jeu. Ils ont joué les yeux dans les yeux avec Levallois pendant une grande partie de la rencontre. Maintenant, le CSP a quand même encaissé encore 52 points à la mi-temps, 98 au final. Défensivement, il n'y a rien de réglé. Alors oui, ça va un peu mieux au niveau des attitudes, mais on ne peut pas s'en contenter. Aujourd'hui, ça fait une 4e défaite de suite pour le Limoges CSP. 8 défaites en 10 matchs. Au-delà des attitudes, maintenant, il va falloir gagner des matchs. Didier, on parle d'attitude. La défense, c'est de l'attitude, non ? Depuis que le début du championnat a commencé, c'est vrai que j'ai regardé quelques CSP Time et puis lu encore pas mal de choses sur les résultats. Et beaucoup de gens, comme vous, les journalistes, vous parlez de défense. Alors c'est vrai que la défense, ça fait gagner des titres et qu'actuellement, bon, les Limoges CSP peut-être visent pas le titre, mais au moins, bon, la défense pourrait faire gagner les matchs. Alors après, je connais pas, je dirais, le projet de jeu de Kai Milling. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, au vu de l'effectif qu'il a, il va falloir qu'il change peut-être le logiciel, peut-être que les joueurs sont pas faits pour défendre et qu'il n'y a pas une volonté forte de vouloir défendre, il faut défendre collectivement, alors parce qu'on peut défendre individuellement, mais si je défends tout seul et que les 4 derrière ne défendent pas, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Donc peut-être changer le logiciel et se dire que on revient aux années Roanne ou Limoges CSP de Michel Gomez, où il faut gagner 101 à 100, alors que là, hier, ils ont pris 98 points, ils n'ont peut-être pas été assez adroits, je dirais, pour mettre 100 points et gagner le match. Alors peut-être que ça irait peut-être mieux. Je crois que c'est le jeu en fait, de gagner avec un point de plus que l'adversaire. Le Bourguin avait dit que l'équipe elle avait été bâtie pour jouer un basket offensif. Kyle Milling, quand on l'écoute un peu, il veut marquer un point de plus que l'adversaire. Le problème c'est qu'il faut les marquer les 100 points. Voilà, et donc je pense que peut-être, là tu m'as interrompu un peu, c'est ce que je voulais dire, c'est peut-être qu'à ce moment-là, il faut avoir un peu plus d'adresse, que ce soit l'adresse beaucoup plus présente, peut-être lancer un peu plus de contre-attaque, shooter sur les premières intentions. Il y a pas mal d'équipes, même au niveau de l'Euroleague, qui reviennent à ce style de jeu. Bon, après ça, il faut peut-être aussi avoir les joueurs qui peuvent se le permettre et qui ont le talent pour pouvoir le faire, parce que bon, marquer 100 points à une équipe, même si c'est le Levallois, c'est pas donné à tout le monde. Et on peut gagner donc des titres, faire des grandes choses. Non, on peut gagner des matchs. On peut gagner des matchs. J'ai pas dit des titres. Donc ça veut dire que là, s'il n'y a pas un minimum de défense, on attend aussi un minimum de défense. Et on a bien vu, Mathieu, tu peux le confirmer, il y a certaines attitudes. Le dernier panier à 3 points de Ukic, voilà, l'agressivité de la défense limougeaude est quand même un petit peu limite, non ? Ah mais c'est plus que limite, sinon tu prendrais pas 98 points. Même s'il y a du mieux, encore une fois, c'est trop inconstant pour espérer remporter des matchs. Moi, je suis d'accord avec Didier. Oui, faudrait marquer un point de plus que l'adversaire. Le problème, c'est que quand on prend 98, ça fait beaucoup de points à marquer. Enfin, ça a l'air tout bête, mais c'est mathématique. Après, au niveau des attitudes, les Limougeaux, on a l'impression qu'ils savent pas s'ils doivent en marquer un de plus que l'adversaire
adversaire, en prendre un de moins, mais Didier parlait également de défense. Collectivement, la défense, c'est pas ça, et individuellement, il y a certains Limougeaux, ils arrêtent aucun de leurs vis-à-vis. Je pense notamment à Isaiah Miles, il a pris quelques cliniques de la part de Julian Wright, c'était pas beau à voir. Alors après, au niveau des défauts, parce on voit beaucoup de défauts quand même dans cette équipe de Limoges CSP. 17 rebonds offensifs captés par le Valois. J'entendais le début de match à la radio parce que j'étais pas revenu sur Limoges. Yarou rebond offensif, Yarou rebond offensif, on entendait que ça. Il en a pris 5 je crois sur les 6 premières possessions. Je pense que le Valois c'est une de leurs grosses forces aussi. Alors après quand on prépare le match et qu'on sait que l'adversaire, une des grosses forces de l'adversaire c'est le rebond offensif, bon, on essaye de mettre des choses en place et puis bon, il y a peut-être aussi des joueurs qui devraient se sacrifier un peu plus peut-être, soit défensivement, soit je dirais collectivement, sur aider et rendre meilleurs ses partenaires. Donc je pense que c'est un tout. Peut-être qu'il faut à un moment revenir à des fondamentaux, fondamentaux simples, individuels et collectifs. Bon, après, est-ce que Limoges CSP a le temps du fait qu'il est sur les 2 compétitions et puis le prochain match il est déjà demain? Je ne pense pas qu'une journée on va changer grand-chose et que les matchs vont s'enchaîner et qu'il y a un ultimatum qui est là. Oui, alors on verra, on va suivre l'ultimatum de Yuri Verieras, on va bien voir jusqu'où ça va aller et quelles seront les conséquences et les sanctions s'il y en a. Je reviens au match, il y en a un qui a fait un bon match parce qu'on ne l'a pas vu, c'est London Perrantes. Alors Limoges CSP ne peut pas jouer avec 3 pivots, mais il peut jouer qu'avec un seul meneur. Ouais, c'est un peu... Qu'est-ce que tu veux qu'on réponde à ça? C'est un fait, déjà, London Perrantes n'a pas été utilisé par Kyle Milling. Honnêtement, ça se sentait qu'il n'allait pas jouer à Levallois. On l'avait écrit dès dimanche. Il y a eu l'épisode de la chicha à Monaco, où on l'oublierait presque, mais il est quand même pas tout seul sur la photo. Son problème, c'est ses performances, parce qu'il est quand même avec Dwight Hardy, Isaiah Miles. Alors eux, on parle pas du tout d'eux, il y a juste London Perrantes. Derrière ça, il y a le match à Zagreb, où ça n'aide pas la cause de London Perrantes, parce qu'à Zagreb, il n'aurait pas fait le déplacement, c'était pareil. Et donc là, Kyle Milling fait le choix de se priver de lui lundi soir à Levallois. Un choix, est-ce qu'on va dire un choix payant? Je pense pas. Effectivement, le CSP a mieux joué. Après, c'est William Howard qui se retrouve à mener le jeu, un petit peu Dwight Hardy, mais surtout William Howard. Et William Howard aujourd'hui, déjà rien que sur son poste, et c'est pas le William Howard de la saison dernière. Moi, je trouve qu'il est nettement moins important, enfin efficace du moins pour le CSP. Maintenant, on le fait mener le jeu, ça va être compliqué. Il va vite falloir trouver un meneur de jeu si on fait pas jouer London Perrantes. C'est un peu un cadeau empoisonné pour Jonathan Roussel aussi quand même. Oui, parce que je pense que Jonathan est arrivé comme backup d'un joueur dans la logique fort sur le poste de meneur de jeu et qu'il se retrouve, je dirais, aux premières loges en tant que joueur majeur dans le 5 de départ. Alors bon, c'est vrai que c'est valorisant pour un joueur. Il faut aussi que il montre qu'il peut être à la hauteur aussi de jouer dans ce 5 majeur. Bon, il y a quelque chose que j'ai du mal aussi à suivre, c'est que on parle de joueurs, de changement de joueurs, on parle d'entraîneur, on parle du match d'hier, mais bon, je dirais que tous les 15 jours, vous êtes sur les mêmes, où on est sur les mêmes critères, je dirais, de jeu, avec les mêmes constats. Donc, arrivé à un moment, est-ce que c'est pas l'ensemble, je dirais, de tout le staff, de joueurs et même, je dirais, des dirigeants, de se poser la vraie question, de dire, voilà, est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce qu'aujourd'hui, on continue comme ça ou on continue pas comme ça? Parce que le match de Levallois, je dirais que, comme tu disais, Mathieu, il y a eu du mieux. On ne peut pas dire non plus que ils aient fait un très mauvais match. Simplement, ils avaient pris un choix de jeu peut-être qui était peut-être efficace pour gagner contre le Levallois, c'est-à-dire de mettre un point de plus en jouant au niveau des 100 points. Mais bon, moi j'y crois très, très, très moyen, même très peu. Donc c'est tout un ensemble de questions qui vont se poser. Ces questions-là se répètent, je dirais, toutes les semaines ou tous les 15 jours, à travers votre émission, à travers les journaux, à travers les réseaux sociaux. Et je dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. Ça ne bouge pas trop sur le terrain, ça ne bouge pas trop, je dirais, au niveau du banc. Et pourtant, quand on regarde, on en parlera tout à l'heure, parce que j'ai vu qu'on allait en parler, il y a quand même dans ce club des gens qui ont joué au basket. Bon, il y a Olivier Bourguin, il y a François Perronnet quand même qui a été assistant de Philippe Hervé, qui a fait l'Euroleague, il sait ce que c'est de jouer des gros matchs. Bon, il y a Stéphane Ostrowski, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le basket et qui devraient aider un peu plus peut-être Kyle Milling à essayer de trouver des solutions et pas le laisser tourner en rond et pas savoir peut-être ce qu'il faut faire avec cette équipe, est-ce qu'il faut changer un joueur et quel joueur on prend, parce que bon, pour finir, changer Parenthèse c'est peut-être bien.
J'en sais rien. Enfin, on a déjà changé de joueurs quand même. On a fait partir après, Mme Jaïté. On a après, il y a le nombre de joueurs. C'est vrai qu'il y a le nombre de joueurs qui va arriver peut-être au 16, je crois, hein, c'est ça. Hein. Et que, bon, il faut se poser la question. Après, bon, c'est dire changer de joueur. Est-ce que, bon, voilà, parenthèse va nous coûter tant? Est-ce que demain, bon, on va trouver le joueur qui va rendre meilleur les autres joueurs? Parce que le but du jeu, c'est un peu ça. Parce que où je prends un joueur qui est défensif, mais si les autres continuent pas à défendre, il va pas défendre tout seul. Donc, ou alors je prends un joueur qui va nous mettre, qui va leur mettre 20 points à chaque match et qu'on pourra atteindre les 100 points et en espérant que les autres ne mettent que 98. Un point de moins. Voilà. Bon, 2, c'est plus ouais, c'est mieux, ça fait une petite marge. Merci Didier, merci Mathieu. Ce premier quart-temps est terminé. On va revenir avec toi Didier sur un petit peu la place du coach et aussi accessoirement quand même du directeur sportif parce que tu as été et à la fois coach et directeur sportif. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport à l'épisode Samardo Samuels. On a vu un coach qui se fait insulter par son joueur, ça passe inaperçu pendant le match. Et après, il vient en conférence de presse et il dit « Bon voilà, je me suis fait insulter par mon joueur. Est-ce que c'est une manœuvre du coach pour se débarrasser de son joueur ?» De mettre ça sur le tapis en public. Parce que normalement, c'est des choses, on a l'habitude de dire, elles se règlent en famille et ça ne sort pas du vestiaire. Alors là, je te dirais, bon, je vais avoir un avis extérieur, hein, parce que bon, la meilleure personne pour répondre à ce genre de questions, ça serait Kai Milling. Oui, mais tu as une expérience de coach, je pense voire que tu t'es fait insulter Samuel, par qui certains apparemment a répondu dans l'émission Buzzer sur cet épisode. Alors, je dirais que c'est toujours très délicat parce que dans ce genre de situation, en général, ça reste au milieu du vestiaire. C'est pas le genre de choses que bon, on aime mettre ça sur la place publique, surtout sauf si bon, c'est un événement qui s'est reproduit plusieurs fois, que ce soit aux entraînements ou dans d'autres matchs et que vous ne l'avez pas vu et que bon, voilà, ça arrivait même peut-être au niveau des vestiaires, il y a un moment, bon, l'autorité du coach est mise en cause, je dirais, par un joueur majeur de l'équipe, un joueur qui devrait être majeur dans l'équipe. Alors après, qui vous mettre ça sur la place publique, je pense que c'est pas une bonne stratégie si vous voulez se débarrasser des joueurs. Je pense que... C'est mettre son club devant le fait accompli et le club est quelque part par rapport, on dit, le respect de l'institution, etc. Le club est obligé de réagir, donc c'est quelque part l'obliger à réagir. Le club ou le... Oui, le club. Ah oui, non, mais du fait que c'est arrivé comme ça, c'est vrai que le club est obligé de réagir. Bon, quand on voit la réaction du club, la communication du club, moi franchement, de l'extérieur, je comprends rien du tout. Donc, je vous le dis franchement, je comprends rien du tout. Quand il y a un joueur qui se met dans cette situation-là, de conflit avec son coach ou son coach en conflit avec le joueur, je pense que s'il y a une procédure de licenciement qui est mise en route, bon, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Parce que sinon, bon, si elle ne va pas jusqu'au bout, ça veut dire que bon, n'importe quel autre joueur de l'équipe pourrait insulter n'importe qui, le président, le directeur sportif ou l'entraîneur ou même l'adjoint, parce que bon, c'est des gens du staff et il doit y avoir un respect mutuel qui doit s'installer, je dirais, au sein du groupe. Et donc, si demain un joueur, dans l'excitation, dans la frustration, balance ce genre de propos, bon, je ne sais pas comment le club va réagir, je ne sais pas comment Milling va réagir, mais il y a une forme de jurisprudence, je dirais, au sein du CSP qui serait difficile à défendre. Pourquoi? Bon, là, on le remet au bout d'un mois, je dirais, de repos forcé, et un autre, on le couperait pour propos indécents vis-à-vis d'un membre du staff. Surtout que toi, ça t'est arrivé pendant ta carrière, j'imagine, ça doit arriver régulièrement. Ça arrive même aux meilleurs entraîneurs. Je pense que n'importe quel entraîneur, même que ce soit de foot, de rugby, entraîneur national, tout ce qu'on veut, même, je dirais, dans des divisions inférieures, qui n'a pas un jour été en conflit avec un joueur et qui des mots ont dépassé, comme on dit souvent, la pensée, et qu'à partir de là, bon, le conflit se règle d'une manière simple, c'est-à-dire, bon, là, il peut y avoir une rupture conventionnelle qui peut être faite pour faute grave ou autre chose. Et à partir de là, bon, la vie continue, on le remplace, on essaie de trouver la personne adéquate. Simplement, oui, moi j'ai eu des cas. Le mieux, c'est toujours de mettre l'intérêt de l'équipe et du club en avant. Et que ces choses-là ne sortent pas trop du vestiaire ou pas trop vite, on va dire. Parce que c'est vrai que, bon, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est assez friand du buzz sur Internet ou du buzz par-ci par-là, et qu'on aime bien ce genre d'interprétation dès l'instant où il se passe quelque chose d'anormal, et en particulier au Limoges CSP. Ça pose un petit peu
filigrane, le reflet de l'unité du staff. Parce que, quelque part, on a l'impression qu'il a agi un petit peu en franc-tireur, Kyle Milling, et derrière, il est quand même super fragilisé par la décision du club de réintégrer Samardo Samuels. Donc on ne sent pas d'unité non plus, quelque part, entre le directeur sportif, son technicien. Je pense que même Samuel n'a pas compris qu'il était réintégré, parce que bon, j'ai regardé un peu ce matin sur Buzzer ce qu'il avait pu répondre à Stephen Brun par rapport à cet épisode, et il dit qu'il avait déjà préparé son sac pour partir et trouver un autre boulot. Donc lui, dans sa tête, il était persuadé que c'était vraiment une faute grave et que bon, il regrettait, certes. Oui. Et je pense qu'il en a parlé certainement avec Milling, il en a peut-être parlé avec l'équipe, mais à un moment, bon, le groupe passe avant toute chose. Et là, bon, il y a eu ce retour. Alors après, c'est peut-être une bonne chose pour le futur, mais pour l'instant, bon, on n'a pas vu le retour de ça. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que Samuel sur le terrain, mais je pense que ça n'a pas été une bonne stratégie, je veux dire, de la part soit des dirigeants, soit même de Kyle Milling, de réintégrer Samuel dans le groupe. Si toi tu es à la place de Kyle Milling, là, tu vois revenir un joueur qui t'a insulté avec toutes les affaires qu'il y a eu, c'est quoi ton attitude? Tu dis j'ai déjà 3 pivots au numéro 5. Donc s'il y en a un qui s'en va, il me reste au moins 2 déjà. Donc aujourd'hui, on se plaint que Perrantes mais par rapport à son attitude, est-ce que son attitude par rapport à son attitude, alors si c'est une première fois, on peut toujours discuter, savoir le pourquoi du comment, parce qu'on sait que dans l'excitation d'un match, et un match difficile au Portel, et que lui peut-être n'est pas bon apparemment défensivement et offensivement, donc il est très frustré, et que dans la frustration et muni dans l'excitation, ils se sont lancés des mots, je dirais, qui ont dépassé leur pensée. Je pense que pour une première fois, bon, il doit avoir, je dirais, on va dire un blâme ou des choses comme ça, mais surtout une franche discussion. Mais une franche discussion non seulement avec ses dirigeants, avec son staff technique, mais aussi avec l'équipe. Parce que bon, il joue quand même dans une équipe, il joue avec 9 mecs qui sont à côté de lui, et à qui ces gens-là demandent qu'il apporte quelque chose autre que des paroles. Donc à partir de là, il y avait peut-être, j'en sais rien, comme j'ai dit au début, je suis je dirais, de l'extérieur, je vois ça de l'extérieur. Les meilleures personnes, c'est les deux qui ont eu ces propos-là, qui pourraient vous répondre vraiment ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'est passé des choses avant qui ont amené cette situation-là au Portel? Est-ce qu'aujourd'hui, on le pense, Kyle Milling, c'est quelque part le prochain fusible? On parle de Perrantes, le club a dit clairement qu'il ne voulait plus de ce joueur. Le deuxième fusible derrière, parce qu'on ne va pas commencer à changer non plus trop de joueurs tout de suite. Kyle Milling, c'est le fusible idéal. Qu'est-ce qui lui reste comme levier là pour essayer de faire évoluer les choses? Quel levier? Bon, je connais pas tout à fait l'équipe et l'état d'esprit d'équipe, mais bon, j'ai du mal à voir une hiérarchie dans cette équipe. Donc à partir de là, elle a été mal construite. Bon, je pense que je ne suis pas le premier à le dire. Bon, je pense qu'elle a été mal construite. Mal construite dans le sens où bon, on a pris des gens peut-être qui étaient dans dans un état d'esprit qui est peut-être différent que l'on doit avoir quand on veut intégrer une équipe comme le Limoges CSP. Je pense que Kyle Milling, il n'est pas le seul responsable dans cette situation-là. Oui, alors c'est vrai que c'est souvent le fusible. C'est pas lui qui est sur le terrain. Et je peux le dire simplement, c'est que j'ai payé aussi ça. Oui. Donc dès l'instant où on a payé, on sait qu'on n'est pas le seul responsable et qu'on dit toujours les seuls responsables, c'est vrai, c'est les joueurs. Parce que les joueurs en eux-mêmes pourraient presque s'auto-gérer. On l'a vu par le passé, Limoges CSP a bien été champion de France, presque en autogestion, mais pas avec le même type de joueurs. Non. Ça, on peut le dire. Alors, c'est pas mettre en cause la valeur des joueurs d'aujourd'hui, simplement que c'était 2 équipes à l'époque différentes, celle d'aujourd'hui et celle d'hier, qui étaient championnes de France. Je pense que Jean-Marc Dupraz, et je me souviens bien, mais c'est juste une petite parenthèse vite fait, c'est que je l'avais félicité, justement, de dire, est-ce qu'il fallait imposer des choses ou laisser les joueurs amener quelque chose par eux-mêmes qui leur conviennent mieux peut-être que ce qu'on propose. Moi, ça m'est arrivé aussi. Alors, tu ne le fais pas sur toute une saison. Tu le fais par exemple sur des playoffs. Tu le fais sur des matchs très particuliers. Un match de finale, un match très important pour le futur, et ainsi de suite. L'autogestion est très importante. Après, c'est le caractère des joueurs qui est important. Est-ce que cette équipe-là a un caractère collectif, mais aussi un caractère individuel?
Voilà, ça, donc, je reviens à ce que je disais au début. Kyle Milling n'est pas seul responsable. Après, je ne sais pas comment et qui fait le recrutement. Est-ce que c'est avec Kyle Milling ou sans lui? Est-ce que c'est un joueur qui a été choisi avec lui ou sans lui? Donc, on n'a pas toutes les données. Donc, c'est toujours très difficile. Alors, c'est vrai que le fusible, c'est Kyle Milling. Ça, c'est sûr. Tout le monde le vise. Enfin, il y a un peu Perrantes avant, parce que, Perrantes, je dirais, c'est facile à changer. L'entraîneur, on peut toujours changer. Mais changer pour qui? Pourquoi? Pour du mieux. Ouais. Avec une équipe, alors on va faire venir un entraîneur peut-être qui va dire « moi je suis tout défensif ». Je ne suis pas très sûr qu'un entraîneur tout défensif puisse réussir avec l'équipe de la façon dont elle joue aujourd'hui. Alors je ne connais pas les joueurs individuellement. Donc peut-être qu'ils sont tout à fait capables. Il a hérité d'un groupe, c'est une réalité, un groupe qui était déséquilibré dès le départ, où il y avait 3 pivots, il y avait un poste 4, il y avait 2 meneurs de jeu. Finalement, aujourd'hui, Kyle Milling, il joue avec un seul meneur de jeu et William Howard à ce poste-là. Ça, on peut pas l'imputer à Kyle Milling. Il n'a pas choisi ça. Hier soir, visiblement, à buzzer, Samardo Samuels a avoué que cet été, il n'avait pas eu Kyle Milling au téléphone. Donc c'est pas le choix de Kyle Milling non plus. Non. Après, il le connaissait, parce qu'il l'avait eu l'année précédente. Mais c'est peut-être pour ça qu'il en voulait plus. Mais c'est un gros caractère. Peut-être aussi. C'est pour ça que je dis qu'on est dans des suppositions, que les réponses, je dirais, c'est les intéressés qui doivent nous les donner. Oui, mais enfin, on a quand même plus que des embryons de réponse, là, sur le coup. En l'occurrence, c'est Samardo Samuels qui a dit qu'il n'avait pas eu son coach au téléphone cet été. Donc même s'il le connaissait, on sait que Samardo Samuels, c'est quand même un caractère conséquent. Peut-être qu'il aurait pu l'avoir au téléphone, non? Oui, et puis pourquoi le faire signer 2 ans aussi? Ça c'est plus de la com, ça va être un plus 100. Il y a des choses différentes dans les mots, c'est-à-dire que tu as des joueurs avec fort caractère, puis tu as des joueurs caractériels. Donc c'est un peu des choses différentes quand même. Hein. Alors je ne sais pas dans quelle zone il se situe. On demandera à Samardo Samuels si c'est un genre de caractère ou un caractériel, à moins qu'il soit peut-être les deux aussi. Un peu des deux, je crois. C'est ce qu'on verra, si jamais il veut bien nous le dire. En tout cas, ce deuxième quart-temps de CSP Time est terminé. C'est le 3e quart-temps avec notre invité de la semaine, Didier Dobels. Bonsoir Didier. Bonsoir. Et l'autre spécialiste basket du Limoges CSP et au Populaire du Centre, Kevin Cao. Salut Kevin. Bonsoir. On attaque donc ce 3e quart-temps avec le débrief du match entre le Limoges CSP et Krasnodar. C'était mercredi soir à Beaublanc avec une nouvelle défaite du Limoges CSP. On pouvait s'y attendre un petit peu. Malgré tout, une défaite sur un score un peu plus honorable. On va y revenir. Première chose d'abord, Kevin, l'avant-match, la présentation des équipes. London Perrantes sifflé, Kyle Milling sifflé. On a senti une vraie rupture là, et notamment Kyle Milling. L'affaire Samardo Samuels, apparemment, ça passe pas. Je pense que Kyle Milling cristallise toute la frustration des supporters du Limoges CSP qui viennent d'enchaîner 8 défaites en 10 matchs. Inévitablement, c'est lui qui est en première ligne et c'est lui qui prend les sifflets. Et je pense qu'il y a une lassitude du public par rapport à ce coach qui peine à faire gagner son équipe à l'extérieur. La campagne, les 4 matchs à l'extérieur du CSP ont été catastrophiques. Et évidemment, qui avait benché qui était parti au conflit avec le chouchou du public, Samardo Samuels, qui, encore une fois, hier, a été précieux pour le Limoges CSP. Donc oui, il faut trouver des coupables. Je pense que les coupables ne sont pas forcément uniquement London Perrantes et Kyle Milling, mais oui, les deux ont pris cher, notamment Kyle qui, du coup, hier, a pris tout le ressentiment du public dans la période très compliquée que vit actuellement le club, quoi. Ok, donc une défaite 72-64. Alors le score, on est loin des 90 ou 100 points qu'avait l'habitude de prendre le Limoges CSP, donc ça a été un petit peu mieux à ce niveau-là. Didier, on a vu quand même une équipe de Limoges qui a défendu pratiquement 40 minutes, enfin qui a bataillé au moins 40 minutes. Ça, c'est quand même une chose qu'on n'avait pratiquement pas vue cette saison. Je pense qu'ils ont fait l'effort d'essayer de bien défendre par rapport à une équipe qui vise peut-être le titre. On coupe au moins les 4 premières places. Donc ils ont montré des choses intéressantes au niveau, volonté de vouloir bien faire et de bien défendre contre cette belle équipe. Je dirais que s'ils avaient défendu comme ça à Paris, peut-être qu'ils auraient gagné à Paris. Et c'est vrai qu'à Paris, certains ne se sont peut-être pas trop fatigués. Donc, ça, on en avait parlé en off en disant, je t'avais dit, tu verras le match de Coupe d'Europe, avec le match qu'ils ont fait à Paris, ils vont se mettre le cul par terre, vulgairement, excusez-moi. Mais ça confirme que, dès l'instant où on revient à Beaublanc et que c'est la Coupe d'Europe,
Bon, il y a des joueurs qui arrivent à se transformer, se sublimer et qui ont besoin de personnes pour le faire et se motiver. Donc pourquoi pas le faire aussi samedi, pourquoi pas le faire mercredi prochain et samedi prochain et ainsi de suite, pour au moins montrer qu'ils en sont capables. Et comme le dit Camille Ling, eh ben, peut-être gagner un match, ou un match ou deux. Ce qui est intéressant, c'est pour rebondir sur ces propos, c'est qu'en termes de stats, ils ont encaissé que 14 points au premier quart-temps. C'est leur record de leur saison. Et du coup, j'ai fait quelques stats. Le CSP, depuis le début de la saison, ils n'ont concédé, il y a que moins de 20 points qu'au cours de 3 matchs cette saison. C'est-à-dire qu'habituellement, sur le premier quart-temps, habituellement, tu prends 23 points dès le premier quart-temps. Là, on a vu statistiquement des efforts, du repli. Quand on parle de volonté, du repli défensif et de l'implication collective sur la défense, quoi. Alors, les Russes, quelque part, on va presque dire, ils ont été un peu décevants. Parce que, comme tu disais, c'est une équipe qui va viser le titre au niveau de l'Eurocoupe. Est-ce qu'ils ont été décevants ou est-ce que c'est Limoges qui les a vraiment gênés? Il faut déjà souligner que Fall a joué très peu. Oui. Donc, et quand on sait qu'ils ont pris près de 20 rebonds offensifs, on voit si avec Fall, ils en ont peut-être 25 ou 30, j'en sais rien. Donc l'écart aurait été peut-être plus important. Je dirais que le niveau défensif aurait été peut-être différent si Fall avait été sur le terrain, parce que bon, je suppose qu'il y a des stratégies différentes quand Fall est là et quand Fall n'est pas là, parce que bon, avec sa taille, il pose quand même de gros problèmes à toutes les équipes. Hein. Ouais. Et puis, faut penser aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de ballons perdus. Et je pense que quand on joue un tel niveau de défense, comme ils ont fait hier, je pense que pour eux, c'était assez difficile d'être bon défensivement et très bon offensivement ou très adroit offensivement quand ils ont pu l'être, par exemple, à Levallois, avec un haut pourcentage. Donc ça, c'est un tout. Est-ce qu'ils sont capables de tenir sur les deux secteurs et les deux côtés des terrains, sur le côté défensif, et aussi être bon sur le côté offensif? Alors après, il y a de la stratégie là-dedans. Hein. On peut dire, bon, on défend fort, puis dès qu'on a le ballon, on joue contre-attaque et transition. Parce que dès l'instant où on joue 55 sur demi-terrain, on dépense encore beaucoup d'énergie qu'on a peut-être moins sur le côté défensif. On a remarqué quand même un défaut de maîtrise sur la fin de match, et c'est un peu ce que tu dis, quoi, quelque part, avec tout ce que tu as donné défensivement. Déjà que le collectif est quand même pas super brillant, ni on n'a pas l'impression qu'il est super au point. Forcément, à un moment dans le Money Time, là, la maîtrise, elle était russe. Ouais, puis on sentait bien, même tout au long du match, hein, on sentait quand même que cette équipe de Cuban avait des réserves, entre guillemets. Ouais. Outre le fait que, bon, on ne savait pas s'il fallait revenir ou pas revenir, parce qu'il était quand même rentré sur le terrain. Bon, on sentait qu'ils avaient une certaine forme de maîtrise. Dès l'instant, bon, Limoges venait les titiller ou Limoges était devant, ils n'ont jamais laissé Limoges s'échapper, loin qu'un gros écart. Ouais. Ils ont toujours été là, ils ont toujours trouvé le bon joueur pour mettre le point. Et puis, ces rebonds offensifs leur a permis aussi d'avoir beaucoup de deuxième chances. Ouais. Alors, il y a aussi une chose assez étonnante, c'est l'écart au score, l'écart final est de 8 points, ce qui n'est pas monstrueux. En revanche, au niveau de l'évaluation, là, il y a un gouffre. 85 d'évaluation finale pour l'équipe de Cuban, 57 pour Limoges. C'est assez étonnant, ces chiffres. Ça dénote déjà, comme disait Didier, que c'est une défaite logique pour Limoges. Je pense que Cuban était nettement au-dessus et n'a pas eu besoin de forcer son talent pour gagner face à Limoges. Mais ça démontre aussi qu'il y a des joueurs qui sont passés à côté du côté du Limoges CSP. Le Limoges CSP s'est appuyé sur des leaders, sur des cadres, mais il y a de trop nombreux joueurs. Par exemple, William Howard a fini la partie à -5 d'évaluation. Isaiah Maes a fini à -3 d'évaluation. Quand tu as des évaluations négatives ou à peine positives, je crois que Perentes finit à 1 d'évaluation, Jonathan Roussel doit finir à 0 d'évaluation. On ne peut pas monter bien haut en évaluation négative quand tu as des joueurs à 0, 1 ou en négatif. Et ça démontre cette stat que malheureusement le CSP a joué sans plusieurs cadres. Je pense notamment à William Howard qui a été en difficulté hier. Et malheureusement, sans Howard, ça a été compliqué, même si Bouteille et Doumbouya ont fait une bonne partie. Mais ça démontre surtout ça. Ça démontre pour moi qu'il y a des joueurs du CSP qui sont passés à côté. Didier, individuellement, au Limoges CSP, il y a un joueur que tu as trouvé vraiment bon C'est toujours difficile de sortir un joueur dans un collectif. Pour moi, c'est toujours très difficile parce que bon, on regarde quoi? On regarde les stats, on regarde les points, on regarde le nombre de rebonds qu'il a pris. Moi, souvent, je sors les joueurs qui ont apporté quelque chose et un gros plus à l'équipe. Alors souvent, malheureusement, dans mes joueurs que je ressors ou que je ressortais, c'était souvent des joueurs de sacrifice, c'est-à-dire des gens qui empêchaient les autres de jouer,
qui prenait les rebonds défensifs qui étaient les plus décisifs, qui faisait les écrans de retard les mieux, qui faisait les écrans magnifiques qui permettaient à des shooters derrière, comme on a vu par exemple sur certaines séquences pour Hardy, qui s'est retrouvé dans des situations très agréables pour shooter, parce qu'il y a eu du sacrifice de 2 voire 3 joueurs pour lui donner des très bons écrans. Et c'est ces joueurs-là, je dirais, qu'il faut ressortir. Mais il y en a des joueurs comme ça, on a l'impression qu'il est en train de décrire le match de Damien Glist hier, qui sans Un brio, peu, voilà, sans brio offensivement, un peu, voilà. sans brio offensivement, il a Sans apporté brio. au rebond, il a fait des passes, il a fait des interceptions, il a été précieux pour le Et collectif. si on enlève un peu son élan un peu trop généreux, des fois quand il a le ballon en attaque, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Hein. Oui. Mais c'est vrai que de ce côté-là, bon, si on veut regarder un joueur de l'ombre Oui. dans cette équipe, c'est certainement Inglis qu'il faut ressortir. Moi, je trouve- Même on a l'impression aussi qu'en termes de leadership, quelque part, il arrive sur le terrain, il a que 23 ans hein, quand même. Quoi. Il arrive, il parle aux joueurs. Ouais. Là, j'apporte peu. Oui, mais c'est important dans une équipe où on dit qu'il n'y a pas de leadership. Est-ce qu'il peut le prendre, ce leadership? Ben, ça dépendra du caractère du joueur. Est-ce que s'il arrivera à s'affirmer en tant que joueur majeur de cette équipe, et surtout c'est que est-ce qu'il demain il aura la légitimité par rapport à son travail qu'il fait, mais pas seulement en match, aux entraînements, en dehors du terrain et ainsi de suite, pour être accepté en tant qu'un vrai leader de cette équipe. En tout cas, sur son poste, j'ai l'impression qu'il a, bon, ça, c'est pas l'impression, il a clairement pris le dessus sur son concurrent direct, qui est Isaiah Miles, qui est en très grande difficulté en ce moment. Et Inglis, dans son implication défensive, collective, est largement au-dessus de son adversaire direct, qui est Miles, quoi. Et il s'affirme comme un leader dans cette équipe. Il a tendance à s'enflammer. Oui, et puis, à jouer comme un meneur, des fois à remonter Ouais. la balle. Il a ses défauts, mais franchement, sur ce qu'il montre sur ses derniers matchs, moi, je le trouve très intéressant. Ouais, moi c'est pareil. Hein. J'ai trouvé qu'il avait vraiment un vrai impact. Il commençait à avoir un vrai impact sur le groupe. Ouais, parce que Et c'est aussi pas sur très le terrain, longtemps. parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être impactant sur le groupe, il faut aussi pouvoir montrer sur le terrain. Oui, et puis après aussi, il faut qu'il puisse rester aussi à sa place. On peut être un leader dans sa place au sein de l'équipe. On n'est pas obligé d'être un leader partout, au rebond, en attaque, en défense, sur les écrans, pour dire je suis un leader. Je peux être leader dans mon secteur et respecté dans mon secteur. Il finit par exemple meilleur rebondeur du match, alors que c'est pas forcément un gars qui est très athlétique dans le sens très vertical, quoi, par rapport à Miles qui est beaucoup plus vertical, quoi. Bon, ben voilà, on terminera sur cette bonne note, celle de Damien Inglis. C'est terminé pour ce troisième quart-temps de CSP Time. On attaque ce quatrième quart-temps avec le débat. Et le débat va donc porter un petit peu sur le poste de meneur, puisque c'est celui qui est aujourd'hui visé. On sait que London Perrantes, le club l'a annoncé, est d'ores et déjà condamné à partir. Il faut qu'il parte encore. Mais alors maintenant, la question qu'on va se poser, est-ce qu'un meneur va tout changer pour le Limoges CSP, oui ou non? Et si oui, quel type de meneur il va falloir? Didier, un meneur, est-ce que ça peut changer vraiment la donne pour cette équipe de Limoges? Un bon, voire très bon meneur, oui, ça peut changer la donne dans une équipe. Je ne sais pas si à Limoges, ça peut changer beaucoup de choses, mais on sait que quand les équipes ont des très bons meneurs de jeu, et on les voit au fil des matchs de Coupe d'Europe, voire même de Championnat de France, qu'un très bon meneur de jeu est capable de donner beaucoup de valeur à une équipe. Parce que c'est lui qui a la plupart du temps le ballon dans les mains et c'est lui qui dirige l'équipe, c'est lui qui commande son équipe, c'est lui qui annonce les systèmes, c'est lui peut-être qui fait le plus de passes décisives, donc c'est un rôle très 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 important. Hein. C'est souvent là aussi qu'on donne le capitanat à un meneur de jeu parce que c'est lui qui voit le jeu, il est face au jeu, il n'est pas dos au jeu, il est face au jeu. Donc c'est vrai qu'un bon, voire un très bon meneur de jeu, mais je pense qu'il faudrait un très bon meneur de jeu. Alors Pour là, changer l'équipe de Limoges? oui, Ouais. je pense. Alors, hier soir, j'ai regardé le match à la télé, parce que je n'étais pas au Palais des Sports, et David Cosette a annoncé qu'ils avaient déjà le nom du futur. Donc, il suffit de demander aux dirigeants quel est ce nom, et vous saurez tout de suite qui est ce nouveau meneur de jeu, s'il Si est ça marchait bon ou comme très ça, bon. ce serait facile. Hein. Je ne sais pas, moi je dis ce que j'ai entendu. Ouais, on a vu, de toute façon, lors de ce match, le problème est criant sur les meneurs. Perrantes et Jonathan Roussel, 2 points au final pour les deux joueurs. Voilà, bon, Perrantes, on se doute qu'au niveau motivation, il sait très bien qu'il est là, mais la valise doit être prête. Jonathan Roussel se retrouve dans une position où il devait être plutôt sortir du banc, et là, il se retrouve presque meneur titulaire. Donc c'est compliqué quand même, Kevin, là, ce poste de meneur là.
J'ai trouvé que ça l'a été moins que face à Levallois, où Levallois, on a vu Dwight Hardy et William Howard monter la balle. Là, au moins, ce dont on peut se satisfaire hier, c'est que London Perrotes a au moins pu monter la balle et apporter un peu de liant. Je trouve qu'il a fait un bon premier passage en première mi-temps. Mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, clairement, il faut un fort meneur au CSP. On voit que Jonathan Rissel est en difficulté quand on le propulse meneur titulaire. Il faut un fort meneur. Après, quel type de meneur? Dans l'idéal, il faudrait Stéphane Curie, comme Didier a dit, un très fort meneur. On peut s'interroger sur ce profil. On ne sait pas encore le meneur qui va arriver, mais il faudrait à la fois un leader, parce que je pense qu'il manque un leader dans cette équipe. Il n'y a pas de leader identifié dans cette équipe, que ce soit en termes de scoring ou même en termes tout simplement de leader vocal, de capitana, de quelqu'un qui porte son équipe vers le haut, d'un défenseur, parce que quoi qu'il arrive, en fait, on manque d'un fort défenseur qui se met le cul par terre et qui oblige les autres à s'y mettre, et surtout d'un créateur, parce que cette équipe, on l'a dit depuis le début de la saison, on l'a répété que tout le monde peut scorer, tout le monde peut marquer 10, 20 points dans cette équipe, mais il manque d'un créateur. Inévitablement, il manque de quelqu'un qui fait briller les autres, qui crée du jeu, parce qu'aujourd'hui, le jeu du CSP, malheureusement, offensivement, est trop figé. C'est soit un pick and roll, soit un écran pour libérer un shooter, et il manque de quelqu'un d'un créateur dans cette équipe. Est-ce que le nouveau joueur sera à la fois créateur, leader, défenseur? Ça fait beaucoup de choses. Il faut se dire aussi, c'est que bon, on est au mois de novembre, là, on va arriver fin novembre. S'il y avait ce genre de joueur-là sur le marché, bon, il y en a eu. Bon, un joueur comme Aaron Kraft, qui est parti à Trent. Oui. Bon, j'ai vu le match contre Villeurbanne. C'est lui qui fait gagner le match contre Villeurbanne, quoi. Donc, c'est ce genre de joueur-là qu'il faudrait, parce que bon, lui était capable de créer, capable de bien défendre. La seule chose, c'est que bon, il était arrivé aussi en cours de saison. Donc aujourd'hui, les gens qui sont sur le marché, ou c'est des gens qui n'ont pas trouvé de club pour une raison ou pour une autre, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être pas assez forts. Voilà. Ou s'ils sont sur le marché, c'est qu'ils viennent d'être coupés d'une équipe, donc ils doivent avoir quand même quelques défauts du fait qu'on les a coupés. Alors il va falloir aussi trier un peu dans ça. Donc, ou alors, si c'est des gens qui sont sur le marché, c'est que c'est des gens qui sont très chers, et peut-être trop chers pour certains clubs. Voilà. Donc on arrive à une situation où qu'est-ce qu'on fait? On prend un mec très cher parce que bon, on se dit c'est ça qui va nous transformer l'équipe, et à ce moment-là on met de l'argent pour retrouver ce jour-là. Ou on prend un mec qui a été coupé en se disant bon allez voilà on fait le plus et le moins, et puis les plus le remportent, donc si on sait qu'il va nous apporter quelque chose. Ou alors, on lance une pièce en l'air et puis on espère que ce joueur-là, il soit où il ressemble un peu à Stephen Curry, avec peut-être moins de. Après, des meneurs, j'imagine, c'est quand même un poste vraiment spécifique. Il y en a beaucoup sur le marché ou moins que il y en a moins que des arrières, que des ailiers. Il doit en avoir, je suppose. Oui, il y en a, mais il y a toujours des joueurs sur le marché. Alors après, comme je disais, je ne vais pas revenir à ce que je viens de dire, c'est qu'est-ce que vous cherchez exactement. Alors, apparemment je reviens à ce qui a été dit, puisque bon, David Cosette, quand même, c'est quelqu'un qui est référencé dans le basket et qui a ses sources, je dirais, au Limoges CSP. Il a annoncé qu'il avait déjà le nom. Donc aujourd'hui, il suffit de trouver le nom, parce que vous aurez le joueur. Donc à la limite, faites votre boulot aussi, les gars. On aimerait bien le faire, mais c'est un peu compliqué. Par rapport à la question du débat, est-ce que tu penses que ce meneur, aujourd'hui, tu as dit précédemment dans l'émission que l'équipe était mal construite. Est-ce que tu penses qu'un meneur changera la saison mal embarquée pour l'instant du CSP, tout simplement? Moi, je pense. Ouais. Elle ne va pas la transformer, parce que les matchs perdus, tu les auras toujours perdus. De la façon dont tu joues, tu ne vas pas la transformer, de la façon dont tu joues. Donc il faut aussi que ce joueur-là puisse s'adapter, je dirais, aux joueurs qui sont aujourd'hui, et surtout au style de jeu qui est mis en place. Parce que bon, on va lui demander certaines choses. On va peut-être pas lui demander de scorer 25 points, on va lui demander peut-être de rendre meilleurs les joueurs qui existent aujourd'hui au Limoges CSP. Que devait normalement faire Perrantes. Voilà. Oui, mais après, on a dit qu'il ne défendait pas, parce que quelque part, en termes de statistiquement, au niveau des passes décisives, il est plutôt. Donc il a peut-être fait ce qu'on lui a demandé aussi, et il a été peut-être recruté par une personne qui a peut-être mal vu les choses, en se disant bon voilà, les passes qu'il va faire décisives va suffire pour faire gagner le match. La seule chose, c'est qu'un meneur, c'est quand même lui qui donne une assurance au reste de l'équipe. Quand sur une montée de balle, il y a une pression tout-terrain, et on en voit de plus en plus des pressions tout-terrain, quand sur des jeux placés, il y a des trappes, c'est-à-dire des prises à deux entre un pivot et les deux défenseurs du meneur, il faut bien savoir qu'il faut qu'il sorte de là pour trouver le joueur qui est tout seul, parce que s'il y en a deux sur lui, il faut trouver le joueur qui est tout seul. Donc c'est vraiment, je dirais,
un joueur avec d'énormes qualités qu'il faudra trouver, obligatoirement, et qui puisse sortir au moins de tous ces schémas-là. Alors, la question qu'on peut poser aussi, c'est on va, dans l'hypothèse où ce fameux joueur va arriver, puisque apparemment il va arriver, est-ce que c'est le seul changement, le seul ajustement qu'il faut faire, ça peut suffire? Ou est-ce qu'il faut envisager peut-être, comme souvent, des fois, fin janvier, début février, là, un deuxième, un dernier ajustement? Tout dépend du nombre de contrats qu'ils On sera encore dans les clous. Tu as le droit à 16 contrats dans l'année. Oui, 16 contrats. Alors, on ne sait pas aujourd'hui. A priori, on va dire qu'on change de meneur. Ils vont dans le top. S'il y a un deuxième ajustement à faire, qu'est-ce qu'il faut comme... En espérant que s'il met un nouveau meneur de jeu arrive et qu'il arrive à transformer l'équipe, il n'y aura peut-être pas besoin de deuxième ajustement. Donc je pense qu'il faut prendre les problèmes les uns après les autres. Aujourd'hui, on sait que sur le terrain, je dis bien sur le terrain, il y a un problème. Donc il y a un problème en particulier sur le poste de meneur de jeu. Donc essayer de résoudre ce problème-là d'abord et voir ce que ça peut donner sur le reste de l'équipe. Voilà. Une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est une question, je ne pense pas détenir la réponse, mais est-ce qu'il manque pas un rebondeur aussi dans cette équipe aujourd'hui au CSP? Ouais, mais alors là, ce qui veut dire par là, c'est que quand je disais que l'équipe était mal faite, c'est de dire, Olivier Bourguin, il s'est complètement planté sur toute la ligne, quoi. Bon, à ce moment-là, pour l'instant, les résultats ne lui donnent pas raison. Si on pense qu'un 5, il peut devenir 4, il s'est trompé sur toute la ligne déjà. Donc à partir de là, s'il pense qu'il faut changer le meneur de jeu, après il faut trouver un rebondeur. Et après, par exemple, il faut trouver un deuxième shooter, parce que aujourd'hui, Howard est en difficulté. On sait que dans une saison, c'est rare qu'un joueur fasse une saison linéaire où tout est magnifique, où tout est beau, où à chaque match, ces joueurs-là, ils sont pas, je dirais, ils sont en Euroleague ou en NBA, quoi. Ils ne sont pas dans les championnats qui existent chez nous et qui font leur recoupe. En sachant qu'ils auront peut-être la difficulté pour trouver un très bon meneur de jeu, c'est que s'ils ne sont pas qualifiés pour le top 16. Oui. Parce que souvent, les deux vont ensemble. L'argent et le top 16. Parce que ces gens-là aiment de l'exposition. Ils ne vont pas venir pour jouer un match par semaine. Et aujourd'hui, même si c'est cru à dire, le CSP est 15e du championnat. Donc on présente une équipe qui ne va pas être peut-être qualifiée, je dis bien peut-être, parce que tant qu'il y a des matchs, on peut toujours penser que. C'est mal parti. Peut-être pas qualifiée pour le top 16 et qui est 15e du championnat. Moi, je suis agent de joueur. Difficile à présenter ça à un très bon meneur de jeu, sauf si vous avez des grosses enveloppes. Voilà. Peut-être qu'ils ont une grosse enveloppe. N'oublions pas que London Perrantes nous a été conseillé par Freddy Fautou aussi. Faut quand même pas oublier. En tout cas, peut-être que le CSP a sorti la grosse enveloppe pour ce nouveau meneur. Nous allons l'attendre avec impatience. C'est terminé pour ce 4e quart-temps. C'est l'heure des tops et des flops. Et donc, à la demande de Didier Dobels, nous allons faire chacun un top et ensuite chacun un flop. Donc, alors, selon la tradition, c'est toujours moi qui commence. En général, quand c'est moi qui anime, c'est moi qui commence. Mon top, je vais le donner à Jerry Boutsielé pour son discours d'avant-match contre Krasnodar. On ne se fait pas assez mal, la défense est une question de caractère, il nous en manque. Si on triche, on encaisse beaucoup de points. J'ai bien aimé son discours. Alors apparemment, je ne suis pas certain que ça a été apprécié forcément au niveau du club, le discours qu'il a tenu, mais c'est enfin un discours de vérité, enfin quelqu'un qui nous dit clairement ce qui se passe au sein du Limoges CSP et notamment au niveau de la défense. Donc bravo à Jerry Boutsielé. Des gens qui parlent comme ça fait du bien un petit peu pour les journalistes et aussi aux supporters d'entendre ce genre de choses. Didier, ton top? Alors moi, mon top, c'est vous. C'est la presse locale. Oui, parce que je pense que je ne suis pas dedans, donc je ne sais pas tous les tenants et les aboutissants, mais je trouve que vous avez beaucoup de courage, je dirais, d'embellir certaines choses pour que justement les choses puissent tourner rond entre vous et le club. Que ce que je trouve anormal aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un travail commun entre le club et la presse locale. Alors la presse locale, c'est vous ici et France Bleu. Parce que l'année dernière, j'ai eu l'occasion de commenter 2 matchs avec Jérôme Osterman, et j'ai eu un sentiment, je dirais, bizarre, qui existait vraiment un différent latent entre la presse et le club, et je trouve ça très dommage. Donc je voudrais vous mettre aujourd'hui à l'honneur, parce que je pense qu'en continuant à faire cette émission-là, en parlant des choses bien qui existent au club, parce qu'il y a quand même des choses bien qui existent au club, et en parlant souvent, je pense que vous méritez d'avoir un top, au moins cette année. Merci Didier. Kevin, ton top?
Mon top, initialement, je voulais le donner à Sékou Doumbouya qui, à Paris, enfin Levallois a brillé et à Krasnodar a fait un bon début de partie. J'adore ce gamin dans l'énergie. Inévitablement, à 17 ans, il fait beaucoup d'erreurs, mais dans l'énergie, dans l'investissement, dans la volonté, il est au top. Mais je pense que je vais le décerner par rapport à mon flop à venir à Damien Inglis qui. Donc ça te fait 2 tops quand même. Non, mais c'est mon top et surtout à Damien Inglis. Je voulais avoir une mention à Sékou, mais je vais le donner à Damien Inglis qui, malgré ses pertes de balles, malgré ses montées de balles parfois, il fait aussi des erreurs, incompréhensibles parfois. Mais dans l'investissement et dans l'énergie qu'il met au poste 4, c'est top. Parfait. Donc nous passons au flop. Alors là, je vais mettre un flop, Didier, ça va un peu à l'encontre de ce que tu viens de dire, puisque le flop, je vais me le mettre à moi-même et un petit peu aussi à mes collègues, puisque je me souviens de la première émission que nous avions faite, et quand on avait parlé des pronostics d'avant-saison, on avait dit, bon, on ne parle même pas de la qualification en play-off, de toute façon, le CSP sera en play-off. Et finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est quand même de bien piètres pronostiqueurs, puisqu'on est en train de se demander aujourd'hui si le CSP va seulement aller en play-off. Donc voilà, flop pour moi, pour mes collègues aussi, puisqu'ils étaient un peu d'accord avec moi quand même, sur nos pronostics. Je pense que tout le monde était d'accord sur ça au début de saison. Il y a un moment où on fait des erreurs, on dit des choses qui ne sont pas bonnes, donc il faut le dire. Donc flop à Jean-Christophe Bourdin et aux journalistes du Populaire du Centre, spécialiste basket. Didier, ton flop? Moi, c'est pas un flop, c'est un gros carton rouge à 3 personnes. À Olivier Bourguin, au président Yuri Verieras et à Manuel Diaz. Parce que je trouve quand même qu'aujourd'hui, la communication entre le club, ses supporters, la presse et tous les gens qui aiment le club, elle est très mal faite. Et je pense que ce n'est pas une bonne voie qu'ils ont prise quand on lit, et je ne vais pas revenir parce que ça a été tellement commenté que Olivier Bourguin, par rapport aux supporters, fait un tweet un peu bizarre, qui a interprété d'une mauvaise façon, et que peut-être sa volonté était aussi qu'elle soit interprétée de mauvaise façon, que Yuri Verieras, derrière, nous fait un communiqué, mais alors, que j'ai jamais vu au Limoges CSP, et parlant aussi des supporters. Je trouve que, et pour finir, Manuel Diaz, qui va à la télévision, à Paris, pour commenter le tweet de Fred Weiss par rapport à la possibilité, puisque c'était quand même écrit au conditionnel, que J.J. Jackson arrivait et qu'ils n'avaient jamais eu de contact avec J.J. Jackson, mais aucun dirigeant n'a de contact avec le joueur ou avec l'entraîneur. Ils ont des contacts avec les agents. Donc j'aurais préféré qu'on dise qu'on n'a pas de contact avec les agents. Donc voilà, je voudrais mettre ce gros carton rouge parce que je pense qu'un club, c'est d'abord une aventure humaine. Et que si le Limoges CSP est encore là aujourd'hui, c'est aussi grâce à ses supporters, c'est pas que grâce à ses joueurs, c'est pas que grâce à ses entraîneurs ou ses dirigeants, mais c'est aussi, je dirais, un ensemble qui doit vivre ensemble. Et qu'on ne doit pas se tirailler comme ça à travers. Alors je sais que la communication aujourd'hui est importante parce qu'il y a Twitter, il y a Facebook, il y a toute communication que les gens aiment bien et surtout en particulier certaines personnes au club. Mais je trouve ça dommage parce qu'ils en ont oublié que le Limoges CSP, ça a été beaucoup de gens qui y sont passés avant. Et je pense aussi qu'il y en aura beaucoup de gens qui passeront après. Donc on n'est toujours que de passage dans ce club-là. Et essayons de faire des choses bien et bonnes pour que tout fonctionne bien. Et je trouve que Manuel Diaz, Olivier Bourguin et le président Yuri Verieras ne sont pas, je dirais, dans cet esprit-là aujourd'hui. Et ils ont l'air d'entretenir cette chose-là. Je trouve qu'aujourd'hui, il faut communiquer, c'est une chose, mais communiquer, ce n'est pas seulement à travers des communiqués de presse ou du Twitter ou du Facebook. C'est aussi parler en direct avec les gens. Avant, nous, quand on sortait en ville, on était accostés. Quand on revenait de déplacement, tu as des gens qui attendaient parce que tu avais perdu à tel endroit. Mais aussi, les gens venaient t'accueillir quand tu gagnais une Coupe d'Europe où il y avait 10 000 personnes à l'aéroport de Limoges. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et je pense qu'on oublie trop, malheureusement, qu'il y a eu des gens avant qui ont construit le club et qu'eux, ils ont un héritage. Et cet héritage-là, il ne faut pas le galvauder. Aujourd'hui, on peut oublier les joueurs, parce que bon, je pense qu'aujourd'hui, Limoges CSP, par cette direction, oublie les joueurs, oublie les entraîneurs. Quand je vois Yuri Verieras qui fait, je dirais, une réponse à l'article de Bojan Malkovic dans l'équipe, qui dit certaines vérités, il dit des choses, je pense, peut-être crues par rapport à sa pensée, et que derrière,
Yuri Verrieras lui fait communiquer, au lieu de peut-être l'appeler au téléphone ou l'inviter ici et parler avec lui, manger avec lui, lui dire moi Boja, bon attends, on aura peut-être besoin de toi parce que voilà, on a des difficultés là, on cherche un joueur, est-ce que tu peux pas m'aider? Ça c'est intéressant. Il faut s'appuyer sur ce qui a existé dans ce club. Il ne faut pas le rejeter. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'on rejette tout ça. C'est-à-dire qu'on est dans un nouveau monde, qu'il y a un club qui vient d'être créé, et que ce club-là, c'est nous qui allons le faire. Je suis désolé, il y a eu des dirigeants avant, il y a eu des supporters avant, c'est peut-être les parents des jeunes aujourd'hui qui nous supportaient, et j'espère que ces jeunes supporters vont continuer dans les futures générations. Et il y a eu beaucoup de joueurs aussi qui sont passés. Il n'y a pas eu qu'un joueur qui est passé par-ci par-là. Il y a eu des équipes qui sont passées. Quand on parlait de joueurs de l'ombre, il y a eu beaucoup de joueurs de l'ombre. Et je sais ce que c'est d'être joueur de l'ombre. Parce que dans une équipe, c'est peut-être les joueurs les plus importants, les joueurs de l'ombre. C'est ceux qui font aussi peut-être briller. Quand on parlait que hier, Hardy a trouvé une super position de shoot, ah c'est super, il a mis 3 points, mais personne n'a vu les 3 écrans d'enfer qu'il y a eu avant pour bloquer son joueur, pour qu'il se retrouve dans une situation idéale de marquer. Alors, c'est vrai que l'adresse, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Mais tout ça, il ne faut jamais l'oublier. Je pense que c'est ce carton rouge que je mette à ces 3 personnes. En tout cas, ce sera le top, le flop le plus long qu'on a eu à CSP Time. C'est pour ça que j'ai demandé avant s'il fallait juste. Merci Didier. Et on a bien compris aussi une chose, on ne touche pas à Boja. Oui. Voilà. Le flop, Kevin. Je vais faire plus court. Mon top était à Damien Inglis. Je vais mettre mon flop au poste 4, son poste 4 concurrent, Isaiah Mals, qui aujourd'hui est dans le dur. On nous l'a présenté comme un vrai bras. Effectivement, c'est un vrai bras. Mais de l'autre côté du terrain, défensivement, même s'il fait preuve de volonté, c'est compliqué. Il nous montre pas d'autre chose que shooter. Et je le trouve en difficulté. Et aussi par rapport à sa communication sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que ce soit très pertinent d'avoir mis sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur Instagram, le lendemain de la défaite à Monaco, leur sortie à la chicha avec Landon Perrantes et Dwight Hardy. En termes de communication, Didier parlait de communication au niveau du club. Là, au niveau des joueurs, je ne pense pas que ça soit une riche idée d'avoir fait ça. Non. Voilà. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Merci messieurs, merci Didier, merci Kevin. Merci à vous. Le CSP Time numéro 22 est maintenant terminé. Rendez-vous sur le site internet lepopulaire.fr et sur la page Facebook Le Populaire Sport. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur les mêmes supports le dimanche. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain CSP Time. Salut!